capté l'attention des partenaires à Paris. Les 16 et 17 novembre, ces derniers se sont même engagés à mobiliser 21 milliards de dollars américains au profit de notre économie. Et puis, les populations de Kamsar doivent reconstruire les infrastructures qu'elles ont elles-mêmes saccagées. Une invite de la mission gouvernementale sur la cohésion sociale à séjour dans cette cité minière. Enfin, la localité de Saramoussaya Mamou bénéficie d'infrastructures religieuses. Les clés d'une mosquée et d'une école franco-arabe viennent de leur être remises par les autorités. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. Le groupe consultatif sur le plan national de développement économique et social guinéen s'est retrouvé à Paris les 16 et 17 novembre dernier et 21 milliards de dollars américains, c'est le montant des annonces de financement. Les partenaires techniques et financiers se sont engagés à mobiliser ce montant au profit de notre économie nationale. Suivez ce billet de notre rédaction. Après la Chine où elle a engrangé 20 milliards de dollars US, la Guinée était cette semaine à Paris. Une place forte de la finance internationale pour lever des fonds nécessaires à la relance de son économie. Le moins qu'il faut en dire est que le chef de l'État, professeur Alpha Condé et sa suite ne rentrent pas bredouilles au bercail. Et pour cause, 21 milliards de dollars US sont récoltés au titre d'engagement des partenaires financiers, visiblement conquis par le PNDS, le Plan national de développement économique et social. Ce plan conçu pour la période allant de 2016 à 2020 vise à soutenir la croissance de l'économie guinéenne à travers une cinquantaine de projets structurants dans des secteurs aussi porteurs que les mines et l'agro-industrie. Nombre d'autres secteurs de la vie nationale tireront meilleure partie de cette enveloppe financière, tels que l'éducation, la santé et l'environnement. Pour arriver à une si abondante moisson qui va largement au-delà de l'espérance, il aura fallu réunir beaucoup d'atouts, parmi lesquels le programme économique de résilience post-Ebola, couplé à de grands efforts de redressement économique après la terrible épidémie. La Guinée a ainsi pu afficher cette année, en dépit des prévisions alarmistes, un taux de croissance de 6,7%. On retiendra aussi les perspectives économiques heureuses dues au développement des infrastructures ainsi qu'aux performances dans l'industrie extractive et les produits d'exportation. S'agissant du climat des affaires, outre le classement Doing Business, la Guinée a récemment intégré le top 5 des pays réformateurs de la Banque mondiale. Pour tout couronner, cette touche des cadres guinéens artisans du PNDS qui auront été manifestement à la hauteur du challenge. La Guinée et le monde entier ont noté que le professeur Alpha Condé aura été indispensable à ce succès. L'offensive diplomatique qu'il mène tambour battant rassure, comme pour dire que les multiples voyages du chef de l'État portent de plus en plus fruit pour le bonheur du peuple de Guinée. Somme toute, il revient à présent aux Guinéens de capitaliser ces succès diplomatiques et économiques en ayant foi en leur pays et en cultivant surtout la compréhension et la patience. Preuve encore une fois qu'une Guinée unie et solidaire pourra lever tous les obstacles sur son chemin et démontrer à la face du monde que la pauvreté n'est pas une fatalité. Hors de nos frontières, l'administration américaine rencontre à Washington les ministres africains des Affaires étrangères, parmi eux le Guinéen Mamadi Touré. L'objectif de cette rencontre est de redéfinir le nouveau cadre de partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Fatoumata Samoura depuis le pays de l'oncle Sam. Le secrétariat d'État américain à Washington. Ici, des ministres africains échangent avec l'administration Trump face à la trentaine de chefs de département du continent. Rex Tillerson, le patron de la diplomatie américaine. Au menu de discussion, plusieurs questions liées notamment au commerce, à la sécurité, au terrorisme
et à la gouvernance en Afrique. Nous encourageons nos homologues africains à attaquer tous ces problèmes de gouvernance et ce faisant pour libérer le potentiel de développement de vos pays. Les États-Unis sont également prêts à travailler pour lutter contre le fléau du terrorisme et l'extrémisme violent qui ont emporté tant de vies humaines en Afrique et dans le monde entier. Les États-Unis s'engagent à être vos partenaires pour vaincre Daesh, Al-Qaïda et les autres groupes terroristes sur tout le continent. C'est une grande première depuis la prise de fonction du 45e président des États-Unis d'Amérique. La rencontre est une plateforme où les dirigeants parlent des progrès réalisés pour le développement de l'Afrique. Ils profitent surtout pour définir leurs priorités et leurs attentes quant à l'appui du gouvernement américain. Pour la Guinée, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger sollicite l'acquisition des fonds du Millennium Challenge. Et nous avons donc insisté sur le fait que le partenariat avec les États-Unis doit prendre ceci en compte, le développement des infrastructures ou la faiblesse des infrastructures qui constituent un frein au développement de notre continent et au développement du commerce intra-africain. Solliciter donc l'appui des autorités américaines à l'initiative africaine pilotée par le président de la République Alpha Condé et pour les énergies renouvelables. L'Afrique, un continent d'avenir. Aujourd'hui, ses dirigeants sont résolument engagés pour son développement et le bien-être de ses filles et fils. Pour réaliser cet idéal, il faut instaurer la bonne gouvernance, lutter contre la corruption, l'analphabétisme, l'islamisme violent et la pauvreté. Climat, la COP 23 s'est achevée à Bonn en Allemagne sur une note d'insatisfaction pour cause le non-respect des accords de la COP 21 organisée à Paris en 2015. Que s'est-il réellement passé à cette conférence sur le climat des Nations Unies à Bonn? Élément de réponse dans ce reportage de Mamad Al-Fabaldi. Après 2 semaines d'intenses travaux, les résultats de la COP 23 de Bonn sont loin de satisfaire les ambitions climatiques mondiales. Depuis 2015, le succès des accords de Paris semble perdre son élan. La COP de Bonn se voulait plus technique pour enfin clarifier les mesures d'application des ambitions de limitation à 2 degrés voire 1,5 degré le taux de réchauffement de la planète. Pour l'heure, on est loin voire très loin du compte dans l'engagement des États, surtout les pays industrialisés, à faire des efforts pour réduire leur empreinte carbone. Après l'annonce du retrait américain, l'un des plus gros pollueurs sur Terre, la délégation américaine a été jugée trop glaciale dans les négociations. Faute d'accord entre les 200 délégations et gouvernements venus de partout, la communauté internationale s'est accordé 1 an de plus pour poursuivre les discussions, entérinant ainsi l'échec des négociations de Bonn. L'autre principal point de discussion dans les Boula et Bonn zones, le financement de l'adaptation et de l'atténuation des changements climatiques. Plus de 100 milliards de dollars sont annoncés pour les pays les moins avancés. À Bonn, les discussions sur la mobilisation des fonds ont été jugées constructives, mais aucune avancée significative n'est enregistrée. Le fameux accord de Paris hypothéqué par les faux pas de Bonn, la question reste entière. La prochaine COP se tiendra en Pologne. Elle sera la COP de tous les enjeux. L'un des rares acquis des pourparlers de Bonn, l'ensemble des États se sont engagés à agir avant 2020. Agriculture, la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales se tient à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Une 50aine d'acteurs du développement rural, dont ceux guinéens, y prennent part pour un échange d'expertise. Au bord de la lagune ébriée, notre reporter Fodé Camara nous parle d'une belle offensive du label guinéen. Suivi. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a ouvert ses stands au public. Des stands très colorés qui comptent attirer 500 000 visiteurs, des amateurs qui se mettent à l'école des professionnels.
Dans les rangs des 3500 exposants de 19 nationalités, dont 17 pays africains, les acteurs du développement rural de la Guinée se sont taillés une place bien achalandée. Une animation assurée par une cinquantaine de participants venus de l'administration publique et du privé. Le privé représenté par les coopératives de promotion rurale. Vous savez, quand on a commencé la petite d'en bas, c'était d'abord de valoriser les produits locaux et de forcer les Guinéens à consommer les produits locaux guinéens. Et ce salon nous permet actuellement de faire découvrir ces produits non seulement aux Guinéens, mais aussi à toutes les populations du monde. Des tonnes de marchandises de produits agricoles venus des 4 régions naturelles. Des écologies représentées par les spécificités, comme le palmier lévéa de la Guinée forestière, la noix de cajou de la Haute de la Basse-Guinée, le piment de Mamou, le riz de mangrove labellisé sous la marque collective de Boramale, sans oublier la baronne, une variété d'ananas adaptée à l'écologie de Kindia, la capitale des agrumes. Ces caractéristiques, elles se distinguent d'abord par les épines au niveau de la couronne. Et deuxièmement, la structure de sa chair, elle est très apte à la transformation. Parce que son goût acidulé fait qu'elle est très appréciée par les gens qui consomment l'ananas en tranches, ceux qui aiment le jus d'ananas, parce qu'elle est différente des autres ananas. Aujourd'hui, grâce à l'appui des autorités du ministère de l'Agriculture, au pays d'Alassane Dramane Ouattara, la Guinée participe activement à la transformation structurelle de l'économie agricole sous-régionale face aux enjeux climatiques. C'est un cadre d'abord de valorisation de nos produits ou de nos productions et aussi un cadre d'échange entre nos producteurs ou nos opérateurs et les producteurs d'autres pays. Et ça nous permet aussi d'échanger, nous, décideurs, d'échanger sur les différentes politiques. Et à partir de là, nous identifions nos contraintes et les solutions à travers ce que nous trouvons ailleurs dans les autres pays. Cette offensive des produits du terroir Made in Guinée va redynamiser les circuits de commercialisation et permettre aux producteurs de vendre leur savoir-faire au-delà des frontières pour décrocher sur le marché le prix de leur dur labeur. On revient sur ce plateau pour recevoir M. Falikou Eugène Yomalo, le secrétaire général du ministère de la fonction publique, qui a un important communiqué à lire. Bonsoir M. Yomalo, bienvenue dans ce journal. Bonsoir. Communiqué du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Dans le cadre du déroulement de l'opération d'identification biométrique additionnelle des fonctionnaires, contractuels temporaires et des pensionnés civils, démarré depuis le vendredi 10 novembre 2017, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration informe l'ensemble des enseignants sur toute l'étendue du territoire national que cette opération de recensement biométrique est, en ce qui les concerne, reportée à une date ultérieure. En conséquence, tous les enseignants concernés par cette opération sont priés de rester à leur poste de travail. Un programme spécial leur sera consacré et fera l'objet d'un autre communiqué. Les autorités, à tous les niveaux, sont invitées à prendre toutes les dispositions utiles pour l'application correcte du présent communiqué. Signé le ministre Billy Nankouma Doumbouya. C'était donc le communiqué dont le contenu vous a été livré par son secrétaire général. On poursuit ce journal. Après quelques mois d'interruption, le samedi des mines revient au cœur des débats de la 6e édition, l'ouvrage intitulé « Regard sur le secteur minier guinéen ». L'auteur a pour nom Fodé Diaby. Il explique aux acteurs du secteur minier, aux hommes de médias et aux représentants de la société civile toute la problématique de l'exploitation minière en Guinée et surtout les perspectives. Saamara Tolno. Le regard du secteur minier guinéen, c'est le nouvel ouvrage paru aux éditions Harmattan il y a quelques mois. Un document de 270 pages réparti en 15 chapitres qui aborde toutes les questions liées à la gouvernance minière en Guinée. L'auteur Dr Fodé Diaby partage le contenu de son étude avec les acteurs du domaine minier, les représentants de la société civile et les hommes des médias. C'est un problème de diagnostic pour voir comment fonctionne l'exploitation des ressources dont nous disposons, voir le cadre juridique
et quels sont les problèmes liés, n'est-ce pas, au développement du secteur minier en termes de projets, en termes de méga-projets, et où se trouve exactement, quelle est la situation, n'est-ce pas, des sociétés en production. La problématique liée à la mise en œuvre des projets et conventions minières en Guinée, la gestion de toutes les ressources minières, le cadre juridique, l'exploitation artisanale sont entre autres articulations de cette œuvre. Nous avons choisi ce thème qui est regard sur le secteur minier guinéen parce que c'est le titre d'un livre qui parle réellement de beaucoup de choses sur le secteur minier guinéen, du passé, du présent et des perspectives sur le secteur minier guinéen. Le présentateur, donc M. Diaby, nous a présenté en fait des perspectives, disons, plutôt optimistes par rapport à comment la Guinée pourrait tirer un maximum de profit d'ici 2020 et au-delà de 2020. La rencontre de présentation de cette œuvre marque la 6e édition du Samedi des Mines. Un espace d'échange d'idées initié par le CESUD en vue de promouvoir la transparence dans les activités du secteur minier guinéen. Culture de paix et cohabitation pacifique, Kamsar, le dernier virage de la tournée de sensibilisation de la mission gouvernementale. Le ministre Bouré Makwandé, chef de mission, invite les populations de cette zone minière à reconstruire elles-mêmes les infrastructures qu'elles ont eu à saccager. Reportage Mohamed Lamine Kamara. C'est ici, à Kamsar, que la mission gouvernementale a mis un terme à sa tournée de sensibilisation des populations à la culture de la paix. Pendant 4 jours, la délégation a sillonné plusieurs localités dans la préfecture de Boké. À l'image des 3 collectivités déjà visitées, la mission a véhiculé des messages de cohabitation pacifique entre la population et les sociétés minières évoluant dans cette cité. Nous leur avons dit que ce n'est pas en l'honneur des fils de Kamsar de voir partir en fumée ce que cette cité a mis des années et des années à construire. Ce n'est pas dans l'intérêt des fils de Kamsar, des filles de Kamsar, de la notabilité de Kamsar de se tourner contre une société installée de façon réglementaire par l'État guinéen. Et nous leur avons dit qu'il est complètement révolu le temps de l'impunité. La population s'est montrée réceptive des conseils prodigués par la mission gouvernementale. Elle s'engage désormais à prôner la paix et la cohésion sociale dans cette localité. Il a franchement parlé à la population de Kamsar. D'abord, avant la population de Kamsar, j'avais assisté à la réunion en invitant toutes les sociétés évoluant à Boké. Il les a dit la franche vérité, la cohabitation. En ce qui concerne l'exemple de Kolaboui, je pense que la jeunesse de Kamsar va limiter. Pour son développement dans l'unité, les fils de Kamsar resserrent les rangs et décident d'enterrer définitivement la hache des guerres. Soutien aux actions de développement de la 3e République. Sigiri vient de connaître une grande mobilisation. Les populations sont massivement sorties sous la bannière du RPG Arc-en-Ciel pour exprimer leur joie face à toutes les réalisations enregistrées. Un mouvement qui annonce les couleurs de l'inauguration des infrastructures construites au compte de la fête tournante de notre indépendance. Inauguration prévue dans les tout prochains mois. Alia Kamara. Cette grande manifestation dans la ville de Sigiri est une marque de reconnaissance. La préfecture va bientôt connaître l'inauguration de ces nouvelles infrastructures à l'occasion de la remise officielle des acquis du 2 octobre de la région de Kankan. C'est pourquoi toute la ville est mobilisée, la jeunesse surtout, pour remercier le président de la République et lui réaffirmer son soutien total pour les actions de développement de la 3e République. C'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom des jeunes de Sigiri pour rendre hommage au président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a dédié son 2e quinquennat à la jeunesse et aux femmes. Bravo! Ces images d'alerte diplomatique témoignent davantage sa volonté d'ouvrir la Guinée aux investisseurs qui offrent des opportunités d'emploi à notre jeunesse. Nous, jeunes de Sigiri,
affirmant et réaffirmant toute notre détermination à soutenir inlassablement les immenses efforts du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Sigiri est l'un des bastions forts du RPG Arc-en-Ciel. Aux premières heures du parti, ses cadres ont su compter sur le militantisme des citoyens de cette ville pour remporter les premières joutes électorales. La préfecture assure le chef de l'État de son soutien indéfectible. Sigiri, capitale Mané, lui le porte-flambeau pendant la lutte du RPG pour la conquête du pouvoir démocratique en Guinée. Fier de l'attente de ces objectifs pour le pays tout entier, nous fêtons aujourd'hui la reconnaissance suite à l'octroi de 3 bennes flambantes neuves à notre commune par l'homme Akafo Akake. Le président Alpha Condé a offert 3 camions bennes à la commune urbaine pour l'assainissement de la ville. Invite a été faite aux jeunes de veiller jalousement sur tous les acquis de la préfecture et favoriser un climat pacifique. La section syndicale CNTG de la RTG a un nouveau bureau élu pour un mandat de 3 ans. Le congrès électif a regroupé ici à Koloma tous les travailleurs venus exprimer leur voix quant au renouvellement de leur bureau syndical. La nouvelle équipe, composée de 21 membres contre 19 pour l'ancienne, s'engage à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail du personnel. Compte rendu, lancé Kamisoko Aboubakar Junior Camara. Conduite par Saint-Martin Fansina-Duno, cette équipe de 21 membres bénéficie une nouvelle fois de la confiance des travailleurs de la RTG Koloma et Boulbiné. Une confiance bâtie sur des réalisations du précédent mandat. La nouvelle équipe syndicale doit défendre la cause commune des 2 RTG pour les 3 prochaines années. Et les défis sont énormes. Œuvrer au quotidien pour l'amélioration des conditions de travail de notre structure médiatique. Œuvrer pour la cohésion sociale entre les travailleurs et les administrateurs des 2 RTG. Veiller au fonctionnement du parc automobile de la RTG Koloma pour améliorer les conditions de mobilité de nos camarades travailleurs, tant pour les sorties de terrain que pour assurer l'antenne de la radio et de la télévision. Autre projet nous tient à cœur, celui de la rénovation de la RTG Boulbidé. À ce niveau, avec l'appui de notre fédération professionnelle, nous inciterons les autorités de notre ministère à réveiller ce dossier et à suivre son exécution correcte, ce qui favorisera la reprise effective des activités dans cette structure médiatique qui, aujourd'hui, n'existe que de nom, avec toutes les difficultés de fonctionnement. Pour atteindre ces objectifs, ce bureau peut compter sur le soutien de la direction générale. Vous pouvez compter sur la disponibilité de l'administration de la RTG pour que dans le cadre de dialogue qui doit s'instaurer entre le syndicat et la direction générale, que les solutions soient trouvées ensemble aux problèmes qui se posent. Ce qui reste clair, c'est qu'entre administration et syndicat, doit exister forcément le dialogue. Donc c'est ce dialogue-là que les 2 parties vont promouvoir ensemble pour que nous arrivons à surmonter les difficultés qui se posent à nous tous. Assurance maladie, statut particulier pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs sont entre autres priorités que s'est fixé ce bureau renouvelé. Pour y parvenir, l'accompagnement de tous les travailleurs est sollicité. Demain, 20 novembre 2017, sera célébré le 28e anniversaire de la journée de l'industrialisation de l'Afrique. La Guinée, à l'instar des autres pays d'Afrique, célébrera cette journée axée sur le thème « Développement industriel africain, une condition préalable pour une zone de libre-échange continentale, efficace et durable ». Explication Algassi Mouba. Depuis 1990, la journée du 20 novembre de chaque année est célébrée comme journée de l'industrialisation de l'Afrique.
À l'occasion du 28e anniversaire de cette journée, les autorités comptent sensibiliser et mobiliser l'opinion nationale autour des grandes questions d'enjeux industriels. Au regard des impératifs du développement du continent, il a été retenu comme thème de la journée de l'industrialisation de l'Afrique pour cette année 2017, le développement industriel africain, une condition préalable pour une zone de libre-échange continentale efficace et durable. Le choix de ce thème traduit l'importance accordée à l'intégration des économies africaines comme levier efficace du développement de notre continent. Le développement des capacités productives de l'Afrique dans le secteur manufacturier va permettre de stimuler le commerce intra-africain. Pour cela, la mise en place d'une zone de libre-échange continentale est à l'étude. En ces circonstances solennelles, je voudrais, au nom de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, et au nom du gouvernement, vous inviter à mettre cette journée à profit pour stimuler nos énergies respectives pour un développement industriel durable de nos pays respectifs. Le gouvernement, quant à lui, poursuivra ses efforts dans la mise en place d'un tissu industriel solide et cohérent en vue de parvenir à une intégration efficiente de notre pays à l'économie régionale, africaine et mondiale. Le 20 novembre a été proclamé Journée de l'industrialisation de l'Afrique en mai 1989 à Harare au Zimbabwe. C'était à l'occasion de la 9e conférence des ministres africains de l'industrie. Du 1er au 7 novembre dernier s'est tenue en Guinée la 2e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, organisée par le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Cette semaine est un rappel à l'ordre quant au respect des valeurs de la citoyenneté. Mais au vu de l'incivisme chronique dans notre pays, une semaine de sensibilisation ne suffit nullement pour un changement de comportement au sein de la société. D'où l'organisation ce week-end à Conakry d'une conférence débat autour des symbole de la République, une initiative de la structure Wassolon Communication. Daouda Tabansila pour le compte-rendu. Les armoiries, le drapeau, la monnaie, l'hymne national constituent les symboles de toute République. La connaissance de ces outils s'impose aux filles et fils d'une nation comme une impérieuse nécessité pour l'obtention du titre de citoyen modèle. D'où cette conférence débat avec pour thème « Pas de citoyenneté sans respect des symboles de la République ». Et nous avons fait le constat en proposant ce projet au ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté que aujourd'hui, nombreux sont nos jeunes, nombreux sont donc ceux de la nouvelle génération qui méconnaissent ou qui ignorent carrément ces symboles de la République qui sont pourtant ces éléments qui identifient, qui assoient la personnalité et qui symbolisent donc notre État, qui le différencie des autres États. La nation est une communauté humaine ayant conscience de vivre ensemble pour une identité historique, linguistique, religieuse et culturelle. Un concept qui interpelle les Guinéens à la culture de la paix. La Semaine nationale de la citoyenneté n'invente pas le citoyen. C'est juste un moment de rappeler aux uns aux autres que cette problématique elle est essentielle, elle est présente et qu'elle est un facteur de blocage du développement de notre pays. Citoyen dans la construction de la nation, comme le conférencier l'a dit, la nation a deux éléments fondamentaux, avoir une histoire commune mais aussi avoir la volonté de vivre ensemble. Malgré nos différences, se dire que nous appartenons tous à cette Guinée et comment faire pour que la Guinée aille, qu'on essaye de monter d'un cran, de quitter nos identités singulières, Soussou, Malek, Peul, de monter d'un cran pour notre identité nationale qui est l'ethnie citoyen. Comment entonner l'hymne national de la Guinée qui est liberté? Comment mieux définir les armoiries de la République? Comment disposer le tricolore guinéen? Comment utiliser ou mieux entretenir la monnaie nationale? Des enseignements riches de contenu qui ont retenu l'attention des participants. Cette conférence nous a vraiment beaucoup servi et grâce à cette conférence, nous savons comment respecter maintenant les symboles de la République, nous savons comment valoriser les symboles de la République comme le drapeau, comme l'hymne
et comme la monnaie déjà qui est un facteur vraiment essentiel pour le développement du pays. La connaissance pour tout citoyen de ses droits et devoirs est un exercice de tous les jours, dit-on. Pour les conférenciers, le respect des lois de la République est un acte civique qui favorise la construction d'une nation forte, unie et prospère. La journée internationale de l'enfant est célébrée le 20 novembre de chaque année. En prélude de cet événement, notre rédaction a initié une série de reportages sur les enfants. Ce soir, nous vous amenons à la découverte d'un enfant leader. Il a pour nom Mathias Théa. Orphelin de son état, ce petit poussé veut croire à un lendemain meilleur. Avec ses camarades, il pose au quotidien des actes qui en disent long sur son avenir. Mabinti Laïsouma est en mode immersion dans la vie des enfants de la Maison du Bonheur. Suivez son reportage. Mon père est né, mon père à moi. Toi, tu me fais bonjour sur tes genoux comme un sama. C'est une récitation dédiée à ses parents décédés d'Ebola. Mathias Théa est en classe de 2e année. Passionné de calcul et de lecture, il rêve de devenir un jour président de la République. Personne ne le croit aujourd'hui, mais à 8 ans déjà, le jeune garçon sait ce qu'il veut. L'une vertu par une fusil que tu vas t'épauler. Oui, on peut compter sur lui. Toutefois, vraiment, les parents vraiment l'aident. Vraiment, c'est quelqu'un qui peut devenir un cadre de demain. Chaque jour après l'école, Mathias et son camarade Nabil Aïsouma parcourent quelques mètres pour se rendre à l'orphelinat, la Maison du Bonheur. L'orphelinat Hakuna Matata, ou la Maison du Bonheur, existe depuis le 2013. À l'initiative de ce refuge pour enfants orphelins et abandonnés, Laurence Rouillet. À 45 ans, cette expatriée française réalise son grand rêve, celui de s'occuper des enfants en situation difficile. Au départ, je faisais des allers-retours, je faisais des distributions dans les écoles, dans les orphelinats, et j'ai ciblé surtout l'éducation. Et là, je me suis dit, si je veux vraiment aider les enfants, il faut que je sois sur place. On est des bénévoles. On va rester un mois pour mon ami Frédéric, et moi je vais rester jusqu'à peut-être 6 mois pour aider à la participation de la vie associative au sein du foyer du bonheur. À cette allure, Mathias et ses camarades veulent transcender le destin. Ils croient en un lendemain meilleur, même si quelques stigmates de leur passé douloureux sont encore visibles. Mohamed Kaba, abandonné à sa naissance, sera peut-être adopté par Mohamed Ali Mané. Grâce à la Maison du Bonheur, ce bout de bois de Dieu de 8 mois aura un foyer. Alimentation, l'Union nationale professionnelle des boulangers et pâtissiers de Guinée reçoit un don de 5 caisses vitrées pour la protection du pain local Tapalapa. Un don destiné aux femmes vendeuses de cet aliment, souvent exposées à la poussière et aux mouches dans les rues de Conakry. Cet appui vient d'un expert français qui a un peu sillonné la Guinée. Explication Djamokaba Ousmane Ba. Le pain local, communément appelé Tapalapa, est l'une des denrées les plus prisées sur le marché. Ce pain est souvent exposé à l'air libre par les vendeurs à la merci des microbes. Pour contribuer à préserver la santé des populations, un particulier français en séjour dans le pays vient d'offrir 100 caisses vitrées aux vendeuses de Conakry. Le pain ici, le Tapalapa, j'ai eu la chance de le goûter. C'est un pain qui existe depuis très longtemps, qui est l'identité. Je n'ai rien à rajouter par rapport à cette typologie de produits. Le pain est bon, ne serait-ce qu'augmenter les conditions de travail et le niveau d'hygiène. Nous souhaitons que ces mêmes actions se multiplient, que l'association des boulangers continue à travailler avec ses donateurs pour que d'autres actions soient posées dans l'intérêt supérieur des citoyens de la ville de Conakry. Un don qui vient appuyer l'Union nationale professionnelle des boulangers et pâtissiers de Guinée dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire. Elle s'engage à accompagner le gouvernement dans la protection et la promotion du pain local à l'échelle nationale et internationale. Je suis battu pour ça il y a de cela 23 ans. Si Dieu nous donne la chance ça aujourd'hui, je vous le jure, les boulangers guinéens est
content aujourd'hui. La corporation souhaite la modernisation de ce secteur par la construction d'une école de boulangerie. Son ambition, valoriser le pain tapalapa, tant consommé en Guinée et connu pour son goût particulier. Dossier religion de ce journal, des imams guinéens retenus pour la formation à l'imama à Dubaï. Le groupe scolaire El Hadj Karamoko Kaba vient d'organiser une cérémonie honorifique à leur intention ainsi qu'à celle des lauréats du baccalauréat unique 2017 en franco-arabe. 2000 Corans ont été distribués à cette occasion et 800 complets offerts aux jeunes du quartier pour leur faciliter leur projet de mariage. Safiatou Kondé et Sadou Bari ont suivi la cérémonie. C'est une cérémonie honorifique à l'endroit des religieux retenus pour la formation à l'imama aux Émirats Arabes Unis, aussi aux lauréats du baccalauréat en franco-arabe. C'est à Dubaï que Mohamed Mara ainsi que d'autres religieux retenus se rendront pour apprendre aux côtés d'éminents imams. Sur 7 imams retenus en Guinée, 4 viennent du groupe scolaire franco-arabe Karamoko Kaba. Cerise sur le gâteau, le premier et le deuxième de la République du baccalauréat session 2017 en franco-arabe sont aussi de cet établissement. Je suis très content d'avoir mon cadeau aujourd'hui. Je suis très content. Aujourd'hui, mon fondateur m'a aidé, m'a fait beaucoup de plaisir. Donc je suis très content, je suis très ravi aujourd'hui. En outre, 800 complets repartis dans des valises ont été offerts à quelques jeunes célibataires du quartier Kisoso pour faciliter leur projet de mariage. 10 motos aux imams prédicateurs et 2000 Corans sont distribués pour promouvoir la religion et inciter plus de jeunes à la croyance. Chaque Guinéen doit faire ça pour notre population, pour notre peuple. Notre peuple a besoin d'aide. Si quelqu'un a des moyens, il doit aider les jeunes pour se marier. Si aujourd'hui un pays arabe a besoin des imams qui dirigent leurs prières dans leur localité, que Dieu a fait que c'est les Guinéens qui ont été choisis d'être imams pour eux là-bas, ça c'est un honneur pour la Guinée. Tout le monde a été invité à Dubaï pour le concours international de mémorisation et l'interprétation de Saint-Coran. Et c'est une fille guinéenne qui a remporté cette victoire. Le drapeau guinéen était en haut. Ici, au centre culturel islamique Khatab de Kisoso, foi, croyance, piété et dévotion sont renforcées à travers des cantiques et autres actions menées par ses fidèles. Et puis, Sara Moussaya inaugure une mosquée, une école franco-arabe. Cette localité située dans la préfecture de Mamou bénéficie de ces infrastructures grâce à la coopération guinéo-saoudienne à travers ses ressortissants. La cérémonie de remise des clés a fait l'objet d'une grandiose mobilisation. Mamadou Paté Baldé. La sous-préfecture de Sara Moussaya, située à 85 km de Mamou, a désormais une nouvelle mosquée, une école franco-arabe, des bureaux et des latrines. Des infrastructures financées par la coopération guinéo-saoudienne à travers une agence de bienfaisance de Jeddah. C'est dans la joie et la ferveur religieuse que des fidèles musulmans venus des 4 coins de la Guinée et de la sous-région ont assisté à la remise des clés de ces édifices flambant neufs aux citoyens. C'est le 15 juillet 2014 que je suis arrivé à Mamou. Et mon beau m'a parlé de Sara Moussaya. Il dit, est-ce que vous avez pu obtenir une mosquée digne de son nom à Sara Moussaya? Il dit, pratiquement impossible. Il dit, pourquoi? Il dit, ah, on n'a pas pu. Il dit, viens à Mamou, je vais t'accompagner, c'est Imam Kourtoubio. Par la grâce de Dieu, il se peut qu'ils arrivent à vous assister. À l'heure actuelle, ils ont construit 15 mosquées. Il a accepté. Ces infrastructures religieuses s'ajoutent à celles déjà réalisées par les ressortissants de la localité. La démarche contribue à la promotion de l'islam et de la scolarisation des enfants dans cette localité qui a beaucoup contribué à l'implantation de l'islam au Fouta théocratique. Ici, c'était l'ancien canton Saïd. Et vous savez qu'au niveau de la propagation de l'islam, 2 personnalités influentes ont permis de propager l'islam au Fouta Djallon.
Il s'agit de Karamoko Alpha et de Almami Ibrahima Suri Maouda. Le terrain dans lequel nous nous trouvons maintenant, c'est-à-dire ce canton de Saïn, c'était le lieu où la plupart des enfants de Almami Ibrahima Suri Maouda sont venus s'installer. Il s'agit de grand Almami Oumar et de son frère Almami Ibrahima Suri Dongolfela. C'est un progrès. L'État ne peut pas tout faire. Malgré l'effort fourni par le professeur Alpha Condé et son gouvernement, mais ils ne peuvent pas tout couvrir la Guinée. Il faut que les ressortissants, les personnes de bonne volonté viennent en aide. À l'angle du terroir, le directeur régional des affaires religieuses a félicité le donateur Dr Al-Arbi Imam Adjeda à travers lui Elhaj Hafiz Sow pour cette initiative. Elhaj Kolombari a surtout exhorté les fidèles à cultiver la paix, l'unité et la cohésion sociale, facteurs d'un développement durable. Sport à présent, la Fédération guinéenne de roller sport multiplie les contacts. Cette discipline sportive commence à attirer de nombreux jeunes, d'où la nécessité de doter notre pays d'une infrastructure de qualité pour les patineurs guinéens. Abdoulaye Diallo. Ce projet de skatepark sera l'une des meilleures en Afrique. C'est une infrastructure à l'image de celle de Tokyo pour les skateurs. Nous allons probablement avoir un skatepark bientôt grâce à une autre association qui fabrique en fait des planches de skateboard avec des motifs artistiques. La construction elle-même peut être aussi rapide que 2 semaines et donc en 2 semaines on a un skatepark complet avec des balls, des jumps, ce qu'on appelle aussi des spines, c'est-à-dire une courbe qui monte, celle qui redescend ensuite. Donc ça permet de faire plein de figures à la fois en patin à roulettes, en skateboard, en trottinette et en BMX. Et voilà, je suis content d'avance pour tous les jeunes qui pourront utiliser cette structure. C'est une grosse aubaine que nous devons saisir parce que M. Daniel Doupe est resté fidèle à la Fédération de roller sport. Il a toujours voulu que cette fédération ait une infrastructure. Depuis 2013, il nous envoie une boost, il fait tout pour que nous ayons une infrastructure sportive. Il est revenu encore en force et nous avons la ferme conviction que ce nouveau ministre avec son cabinet pourront nous accompagner. Par la même occasion, un compatriote résident en France fait un don de matériel de rollers que la fédération recevra très bientôt. Pas vraiment grand chose si ce n'est que le matériel mis à disposition à la fédération roller. Aujourd'hui je vois qu'on arrive à se présenter sur un certain nombre de compétitions et je vois que la fédération elle-même elle fait de son mieux pour avancer. Moi je ne peux que être fier d'eux. Cette fédération de roller sport entre dans la cour des grands qui font la fierté de notre pays. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne semaine de travail. Demain, vous serez avec Fana Souma au compte de la grande édition de 20h30. Quant à moi, je vous dis à bientôt, mais ne quittez pas surtout. Vous pourrez suivre dès après ce journal une série de déclarations des acteurs du système éducatif guinéen.